Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Les marchés européens, en tout cas, étaient fermés hier, lundi de Pâques. Nous avons donc la chance d'avoir notre quart d'heure américain décalé à ce mardi. Et nous retrouvons ainsi Pierre-Yves Dugas à distance, en visio avec nous. Bonsoir Pierre-Yves, merci beaucoup. Oui, l'Europe était fermée hier, c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec vous. En revanche, les marchés américains, eux, étaient bien ouverts, prêts à répondre aux dernières attaques de Donald Trump contre Jérôme Powell. Vous dites, Donald Trump est plus dans la disruption, il est presque dans le sabotage des marchés américains. Écoutez, ça y ressemble tout de même étrangement. Sabotage délibéré. Quand on s'acharne comme ça sur ce pauvre Jérôme Powell, qui de toute façon ne sera plus là l'an prochain, qu'on l'insulte de cette manière pour exercer une telle pression sur la Réserve fédérale, alors que l'on est dans un climat précisément déjà de défiance à l'égard du papier américain, d'inquiétude sur le bouleversement de tous ces systèmes d'équilibre et de contrôle qui faisaient la merveille du système politique américain, ça ressemble à du sabotage. Je ne vous parle même pas des droits de douane qui changent toutes les 5 minutes. Le mois d'avril, alors aujourd'hui ça va mieux, mais on verra de quoi demain sera fait. Le mois d'avril va se terminer, c'est le pire mois d'avril boursier depuis 1932. Ouais. Le dollar s'effondre, l'or qui établit de nouveaux records tous les jours, le dollar a perdu depuis le début de l'année face à un grand panier de devises 9%. Donc dans ce contexte-là, mettre en question l'indépendance de la politique monétaire américaine ressemble, de mon point de vue et du point de vue de beaucoup d'autres, à du sabotage. En outre, c'est complètement contre-productif. Imaginons une seconde le scénario délirant où demain, Jérôme Powell soit limogé. Il va saisir immédiatement les tribunaux, on va s'engager dans un bras de fer juridique qui va intervenir dans un effondrement des marchés obligataires et des marchés d'actions. Et imaginons qu'il emporte la bataille. Combien de temps ça va prendre? Plusieurs semaines d'incertitude qui s'ajoutent à l'incertitude. Imaginons qu'il perde cette bataille. Qui pourrait succéder à Jérôme Powell dans un état de sérénité pour faire un travail constructif de lutte contre l'inflation? Tout ça est complètement absurde et ressemble à une espèce de sabotage aveugle. Oui. Ouais, toujours la même question que je me pose, hein, et bon, des gens ont dû expliquer à Donald Trump quand même que c'était un risque de saper comme ça la crédibilité d'une banque centrale. Pierre-Yves, quel est l'intérêt pour lui de mettre autant de pression sur Jérôme Powell? Dans l'émission juste avant, une des explications qu'on a trouvées, vous l'avez dit vous-même, c'est la baisse du dollar de quasiment 10% maintenant face à un ensemble de devises depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir en janvier dernier. Alors, c'est une explication. Je pense que c'est une explication qui inquiète énormément Scott Bessent, qui fait tout, nous l'avons déjà dit au cours de nos derniers échanges, pour être le dernier adulte dans la pièce et expliquer au président Trump que l'indépendance de la politique monétaire américaine, c'est un joyau, qu'il est parfaitement dans l'intérêt bien compris de l'administration Trump de faire baisser les taux d'intérêt à long terme et de ne pas s'obséder avec les taux d'intérêt à court terme. Or, cette espèce de sabotage est en train de faire grimper les taux d'intérêt à long terme et que le dollar, monnaie de réserve internationale, c'est un autre joyau que l'Amérique doit absolument préserver. Scott Bessent n'est pas du tout dans la ligne MAGA, déglingo, il ne peut rien nous arriver, nous sommes les plus puissants. Bon, malgré tout, pour le moment, Scott Bessent reste en place. Il est là pour faire ce qu'il peut. Combien de couleuvres va-t-il devoir avaler avant de se poser des questions sur les raisons
de sa présence en tant que secrétaire au Trésor. Ouais, Scott Bessent qui répète régulièrement que la politique du dollar fort, strong dollar policy, est intacte du point de vue de l'administration Trump aujourd'hui. Que ça reste en tout cas une politique active et valable, y compris sous cette administration. Qu'en est-il de l'opinion publique après bientôt 100 premiers jours de Donald Trump? Comment est-ce que les choses évoluent pour lui de ce point de vue-là, Pierre-Yves? Alors je trouve que c'est très inquiétant. C'est très inquiétant, non pas au premier degré, c'est-à-dire que ça n'est pas très inquiétant pour Donald Trump. Et du coup, c'est inquiétant parce que le recul de la popularité de Donald Trump et de ses politiques, qui est évident, et nous allons en parler, il n'est pas spectaculaire et il n'est pas encore large. C'est-à-dire que la politique extrêmement agressive de Donald Trump dans tous les domaines a achevé assez rapidement de convaincre les Européens que Donald Trump était quasiment un fou furieux, mais les Américains, eux, n'en sont pas encore convaincus. Du coup, je trouve cela très inquiétant, parce que, précisément, si Wall Street n'arrive pas à convaincre Donald Trump qu'il faut qu'il arrête de faire n'importe quoi, peut-être que les sondages vont le faire, et ça n'est toujours pas le cas. Je vous donne quelques exemples. Le taux d'approbation du travail général du président des États-Unis, on est tombé à 44% d'approbation, 51% critique. 44%, je connais beaucoup de chefs d'État et de gouvernement qui seraient contents d'y être aujourd'hui. En ce qui concerne l'économie, 55% désapprouvent. Indiscutablement, il y a une inquiétude qui grandit. Mais enfin, il y a quand même encore 43% qui sont contents. Et là où je trouve que c'est vraiment inquiétant, c'est que d'abord la politique relative aux immigrants, aux fermetures de la frontière, aux expulsions muselées, alors ça c'est très populaire. Alors ça, on est à plus de 53% de popularité pour cet aspect-là de la politique. Et puis, 57% des Américains sont déjà convaincus que soit la récession est là, soit qu'elle va arriver. Cette espèce de cycle négatif, cette espèce d'effet pervers risque de s'enclencher. 49% seulement des Américains désapprouvent la politique de droits de douane. On pourrait penser que dans le contexte de leur conviction que l'inflation va s'aggraver, que leur pouvoir d'achat va diminuer en raison de ces droits de douane, ils seraient critiques. Eh bien non, 49% approuvent encore cette politique, et la Chine reste, et de manière bipartite, tant chez les républicains que chez les démocrates, un ennemi épouvantable que une grande partie de l'opinion américaine souhaite voir punir. 49% de désapprobation pour les droits de douane, seulement 35% approuvent. J'aurais pensé que la désapprobation des droits de douane serait déjà proche de 60%. Bon, entre, j'allais dire, le garde-fou des marchés et des marchés obligataires notamment, qui arrivent quand même à faire réfléchir Donald Trump de temps à autre, confère la séance du 9 avril dernier, et le capital politique, alors qui n'est pas totalement intact, mais qui reste quand même important pour Trump à travers les sondages que vous citez. Comment est-ce qu'on sort de ça, Pierre-Yves? Alors, d'un point de vue boursier, je vais commencer par dire des choses un peu désagréables. J'observe avec grand intérêt, j'écoute avec grand intérêt les intervenants qui viennent avant que je n'apparaisse sur la caméra. Et depuis un mois, je constate que tout le monde est d'accord pour dire ça y est, c'est le moment venu pour l'Europe. L'Allemagne nous fait du déficit, tous nos problèmes sont résolus. Bon, il est certain que le surinvestissement dans les portefeuilles des valeurs américaines et le sous-investissement des valeurs européennes dans ces mêmes portefeuilles à la fin de l'année dernière est en train de se corriger, et ça provoque un effondrement côté américain et une envolée européenne. Mais pour autant, les problèmes de l'Europe que nous évoquions souvent ensemble à la fin de l'année dernière, ils sont toujours là. La Russie est toujours un problème, le manque d'innovation technologique, le morcellement réglementaire, etc., etc. Comment sortons de cette mauvaise phase anti-américaine de sabotage? Peut-être qu'une nuance dans l'appréciation de ce nirvana européen va amorcer les choses.
évidemment, on en sort en employant cette analogie. Quand on est dans un trou, la première chose à faire, c'est d'arrêter de creuser. Il faudrait que Donald Trump cesse d'insulter tout le monde et il pourrait commencer par arrêter d'insulter le patron de la Fed, ce qu'il fait pour des raisons purement électorales, parce qu'il anticipe une récession et qu'il va faire porter le chapeau de cette récession à Jérôme Powell. Pour sortir de cette crise, on arrête donc d'insulter tout le monde et en particulier Jérôme Powell. Il faut amorcer un dialogue avec la Chine qui débouchera peut-être sur un recul de ces barrières douanières qui atteignent des niveaux grotesques qui essentiellement mettent un terme au commerce entre les deux puissances. Il faut que les deux pays se parlent à nouveau et que peut-être le début d'un processus de désescalade s'engage. Il faudrait aussi que l'administration Trump nous annonce un accord avec un autre grand pays, le Royaume-Uni, le Japon peut-être, l'Inde, l'Union européenne, je n'ose y penser, mais ça donnerait un signal important qu'il y a un modèle à suivre et que ce modèle pourrait être adopté pour d'autres pays. Et il faudrait que l'on arrête de parler de commerce, c'est difficile parce que c'est très important, mais que l'on parle fiscalité et que les républicains montrent qu'en dépit de leur très faible majorité à la Chambre des représentants, ils sont capables de relever le plafond de la dette, de tenir une grande partie au moins des promesses fiscales, des promesses budgétaires de Donald Trump, en particulier la reconduction des baisses d'impôts. Si le sujet de conversation redevient fiscal dans un sens de responsabilité, peut-être que cet extrême pessimisme qui frappe les marchés américains aujourd'hui tombera d'un cran. Des actifs américains qui sont vite devenus radioactifs pour la plupart des investisseurs de la planète. Et comme le disait effectivement Jamie Dimon, je crois que c'était son interview sur Fox le 8 avril, la veille du 9 et de la mise en place des tarifs et du grand retournement de politique économique 14 heures après par Donald Trump, il est temps de délivrer des deals. Il faut maintenant que les deals arrivent. Voilà, ça c'était la recommandation de Jamie Dimon il y a une dizaine de jours. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous pour ce quart d'heure américain chaque semaine dans Smart Bourse. Vous le savez, c'est d'habitude le lundi, mais aujourd'hui mardi, après ce long week-end de 4 jours pour les marchés européens, à retrouver de toute façon en podcast sur toutes les plateformes, vos plateformes préférées et en replay sur bismart.fr. Smart Bourse vous a été présenté par Silex. Conseil en investissement, produits structurés, gestion d'actifs, technologie.